Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de cette nouvelle semaine du 5 janvier 2026. Aujourd'hui on va parler de Renault qui dévoile encore un nouveau SUV. Nous parlerons ensuite de quelques chiffres clés qui viennent d'être dévoilés concernant le marché de l'occasion automobile 2025. Nous parlerons de Volkswagen qui pour une fois a tenu ses promesses, mais également de BMW qui travaille sur un nouveau type de boîte manuelle, ce qui peut sembler un petit peu étonnant vu les temps qui courent. Et puis nous parlerons de Alfa Romeo, dont les usines commencent 2026 comme elles ont terminé 2025, c'est-à-dire à l'arrêt, suite à plusieurs grosses erreurs stratégiques. Ce sont les sujets de cette vidéo du 5 janvier, j'espère bien sûr qu'elle vous intéressera, et si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, en boostant celle-ci si l'option apparaît chez vous, en commentant bien sûr aussi pour booster le référencement, tout en donnant votre avis sur l'actualité du jour. Et j'en profite pour glisser une petite actu quand même au passage, dans la section commentaires de la vidéo d'hier, celle du 4 janvier 2026, j'en ai vu plusieurs qui me demandaient pourquoi je n'avais pas partagé la news annoncée par le gouvernement français, qui parlait d'une baisse du prix de l'électricité à partir du 1er février 2026, une baisse qui aurait pu être très intéressante pour les conducteurs de voitures électriques, puisque quand l'électricité baisse, forcément rouler en voiture électrique coûte encore moins cher. Je n'en ai pas parlé parce que contrairement à ce que beaucoup de gens ont pu croire, et c'est vrai que la communication du gouvernement sur le sujet le laissait croire volontiers, ce n'est pas une baisse du prix de l'électricité qui arrive à partir du 1er février 2026, c'est une baisse du coût de l'abonnement, baisse qui est estimée en moyenne pour chaque Français d'environ 10 € par an, c'est-à-dire 80 centimes d'économie par mois. Clairement pas de quoi se rouler par terre, et clairement pas suffisant pour devenir un nouveau argument pour orienter les Français vers la voiture électrique. Je vous le disais, on va parler de Renault qui dévoile encore un nouveau SUV. Il ou elle s'appelle la Renault Filante, c'est un nouveau grand SUV premium au positionnement ambitieux. Alors pour l'instant, on n'a pas d'image officielle de ce Filante, c'est Renault qui a communiqué des informations que je vous partage aujourd'hui en vidéo. Pour vraiment savoir à quoi il ressemble, il faudra attendre le 13 janvier. Il a été développé en partenariat avec le groupe chinois Geely, et c'est surtout une icône, un symbole pour Renault qui va essayer de s'imposer en 2026 et dans les prochaines années à l'international. C'est la suite de la stratégie Renaulution qui avait été lancé il y a près de 5 ans par l'ancien directeur de la marque Luca de Meo. Le constructeur avait annoncé à l'époque 8 nouveaux modèles qui seraient destinés au marché hors Europe. Ce sera le cas de ce Filante, il ne sortira pas en Europe dans un premier temps, même si tout reste possible à l'avenir. Il repose sur la plateforme Compact Modular Architecture, la CMA, et sera assemblé à l'usine coréenne de la marque à Busan, là où était aussi d'ailleurs réalisé le Arkana, qui lui était commercialisé en France, en espérant quand même que pour Renault, le Filante rencontre un succès commercial supérieur. Parce que l'Arkana, ça a quand même été un petit flop, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Renault l'a arrêté l'année dernière. La Corée, Renault considère que c'est un nouveau marché stratégique pour les véhicules des segments D et E, donc les gros SUV. Ce sera là que sa commercialisation débutera avant d'être proposée dans d'autres régions du monde. On ne sait pas si ces autres régions du monde contiennent l'Europe. Petite particularité de ce Renault Filante, aucune version 100% électrique n'est prévue. Ce sera uniquement des motorisations hybrides, ce qui paraît assez logique puisque le marché cible, vous l'aurez compris, c'est en dehors de l'Europe. Et en dehors de l'Europe, on n'a toujours pas prévu d'intervalle thermique dans les prochaines années. Quoi qu'il en soit, Renault poursuit ainsi sa stratégie de croissance hors Europe, un pari qui est déjà payant puisqu'en 2025, les ventes internationales du groupe ont progressé de 10%. Une bonne nouvelle pour Renault qui a quand même sorti plus de 3 milliards d'euros d'investissement depuis 2023 pour ses marchés extra-européens. On va aussi parler de Volkswagen qui pour une fois a tenu ses promesses. Ça faisait un petit moment que Volkswagen nous promettait un retour à la simplicité, notamment en ce qui concerne l'intérieur de ses voitures, avec moins de tactile et plus de boutons physiques. Eh bien, ça a l'air d'être vrai ce coup-ci. Elle a montré l'intérieur de sa future ID Polo, qui sera, je le rappelle, 100% électrique. La planche de bord et globalement l'intérieur semblent assez épurés et fonctionnels. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit le retour de boutons physiques dédiés à la climatisation, au feu de détresse, au dégivrage, mais également une molette de volume pour la radio qui sera sur la console centrale, tout un tas de boutons qui avaient disparu sur les anciennes générations de Volkswagen, remplacés par des commandes tactiles qui étaient vraiment pas très simples à utiliser puisqu'il fallait vraiment se concentrer sur l'écran tactile en roulant pour faire ces modifications, alors qu'avec un bouton physique on sait comment ça fonctionne même sans regarder. Le volant lui aussi qui intègre de nombreuses commandes physiques, et c'est un détail mais ça a son importance, la porte conducteur qui dispose toujours de 4 boutons distincts, un par vitre électrique. C'est un détail mais c'est devenu quelque chose de rare, même chez Mercedes. Pour réduire les coûts, on est passé de 4 à 3 boutons, un sélecteur avant-arrière, un sélecteur gauche et un sélecteur droit. Bon, après c'est une voiture qui se veut quand même récente, elle n'abandonne pas pour autant la technologie puisqu'elle va proposer quand même un grand écran tactile de 13 pouces et un tableau de bord 10 pouces qui n'a pas de casquette, il n'a pas de rebord, ce qui renforce la sensation d'espace, et surtout l'interface du compteur, même si on est sur un écran numérique qui aura probablement plusieurs modes d'affichage, fait classique, c'est-à-dire avec des aiguilles à l'ancienne, et ça c'est quelque chose que personnellement j'apprécie. Je pense que vous serez nombreux dans ce cas-là. Maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts en espérant que Volkswagen ait appliqué cette philosophie de la simplicité à l'intégralité du véhicule, pas qu'à son tableau de bord.
Dans cette vidéo, on va parler d'une nouvelle invention de BMW qui travaille, et ça peut surprendre en 2025-2026 puisque les boîtes manuelles disparaissent un peu partout. BMW travaille sur une nouvelle boîte manuelle qui a été prévue pour corriger l'un des défauts de ce type de boîte, le rétrogradage involontaire, le fait par exemple de passer une deuxième vitesse à la place d'une quatrième, ce qui peut avoir de graves répercussions sur le moteur du véhicule, ça peut tout simplement le tuer. BMW a déposé des nouveaux brevets auprès de l'Office allemand des brevets et travaille sur un système de verrouillage intelligent intégré à la boîte manuelle. Celui-ci repose sur des capteurs capables d'analyser en temps réel le rapport engagé, le régime moteur, la vitesse du véhicule ou encore celle de l'arbre de transmission. Et si un rétrogradage risque de provoquer un sur-régime, le système bloque alors physiquement l'accès au rapport concerné. Un petit peu comme le fait une boîte automatique avec des palettes. Si l'ordinateur de bord détecte que vous le rétrogradez mais que ça représente un danger pour le véhicule, elle ne vous autorise pas à le faire. Bah là c'est pareil mais sur une boîte manuelle. Ce qui veut dire que seuls les rapports compatibles avec la vitesse et le régime du moteur restent accessibles. Alors le principe s'apparente à un mélange entre le verrouillage de la marche arrière et les protections électroniques déjà présentes sur les boîtes automatiques à double embrayage. Avec cette technologie, il deviendra donc tout simplement impossible de détruire le moteur ou la boîte de vitesse à cause d'une mauvaise manipulation. La grande question maintenant, c'est sur quelle voiture pourra-t-on profiter de ce système? Parce que BMW ces dernières années a supprimé une bonne partie des voitures équipées des boîtes manuelles. Il ne reste plus que 3 modèles à sa gamme à boîte manuelle, les M2, M3 et M4. Donc plusieurs possibilités, soit BMW va adapter cette boîte de vitesse pour ces modèles actuels que je viens de citer, soit elle compte dans les années à venir remiser sur la boîte manuelle pour des raisons de coût, de simplicité ou de poids, ou alors elle tout simplement a déposé ce brevet pour pouvoir derrière commercialiser ce dispositif à d'autres marques qui ont envie de continuer à miser sur la boîte manuelle. Je voulais ensuite partager avec vous quelques chiffres clés qui viennent d'être publiés par AAA Data qui concernent le marché de l'occasion français 2025. D'après les données, plus de 5,4 millions de transactions ont été enregistrées tous canaux confondus, c'est-à-dire une progression de 0,8% sur un an. Gros contraste avec le marché du neuf qui est sur moins 5% quand même. Une bonne performance qui a été en grande partie réalisée sur le dernier trimestre particulièrement dynamique, sur lequel on a même pu constater une hausse de 5,8% des transactions comparées à la même période en 2024. Chose assez intéressante, ce sont surtout les voitures françaises et les marques françaises qui ont pris très cher sur le marché de l'occasion, notamment Peugeot qui a à moins 1,4, Citroën qui a à moins 1,5, en incluant Renault et DS Automobile, leur part de marché sur la voiture d'occasion s'est érodée à 47,2%, c'est 0,7 points de moins qu'en 2024, ça paraît pas grand chose, mais sur un marché qui est en hausse, c'est quand même un symbole. Alors bien sûr des marques qui s'en sont mieux sorties que d'autres, par exemple Toyota a fait une envolée de 8,8%, probablement dû à leur réputation de fiabilité. Du côté des marques allemandes, Audi et Mercedes sont stagnés, tandis que BMW se distingue avec une croissance de 3,5%, ce qui permet au trio allemand de conserver une part de marché stable à environ 12,7%. Et on a des challengers, entre guillemets, qui progressent, comme Dacia, Hyundai, Kia et Skoda, qui toutes cumulées réussissent à atteindre 8,2% de part de marché contre 7,7% un an plus tôt. C'est pas mal, mais c'est loin d'être aussi impressionnant que les marques chinoises comme MG, BYD, qui ont atteint 1% de part de marché et qui ont surtout vu leurs transactions augmenter de 60%. Pour terminer, on va parler de Alfa Romeo, dont les usines italiennes font les frais des erreurs stratégiques qui ont été engagées par le groupe Stellantis ces dernières années. L'exemple le plus parlant, c'est l'usine de Cassino dans le centre de l'Italie, usine qui est tout simplement à l'arrêt puisque les chaînes d'assemblage des Alfa Giulia et Stelvio sont une nouvelle fois immobilisées. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de demandes, pas assez de ventes, donc pas besoin de produire des voitures qui ne se vendent pas. Cette baisse des ventes pour ces deux modèles, elle est facilement explicable. Alfa Romeo planifiait de sortir dès 2027 une nouvelle gamme exclusivement électrique, sauf que quand Carlos Tavares, l'ancien directeur, avait prévu ça, il n'avait pas prévu que la voiture électrique n'allait pas décoller aussi rapidement que prévu en Europe. Résultat, Alfa a dû décaler l'arrivée de ces nouveaux modèles pour en prévoir des versions hybridées. L'Alfa Giulia et le Stelvio qui commencent à avoir plus de 10 ans maintenant, elles ont un petit peu fait le tour de leur cycle de vie, ceux qui en voulaient les ont déjà achetés. Alors ça va probablement finir par s'arranger puisque depuis que Antonio Filosa a repris la tête de Stellantis, il a redirigé une partie des investissements vers l'hybridé, mais ces changements qui ont été réalisés et actés sur le papier peinent à arriver en usine. Résultat, le site de Cassino est à l'arrêt depuis mi-décembre et ne devrait redémarrer qu'à la mi-janvier. Une pause qui s'inscrit dans, on va dire, une tendance de fond puisque le site tourne au ralenti depuis près de 2 ans. Rappelez-vous, en 2024, Cassino avait déjà connu une pause de près de 60 jours et une chute de 45% de sa production par rapport à 2023. Selon les syndicats, la production annuelle serait tombée à environ 18 000 véhicules par an, un plus bas historique, estimant que l'usine n'exploite plus que 10% de ses capacités. La production devrait être relancée un jour, mais on ne sait pas précisément quand, parce que le Stelvio électrique et la Giulia électrique, qui avaient déjà été repoussés à 2027, n'ont toujours pas vraiment de calendrier de sortie clair, d'autant plus qu'adapter la plateforme Estella large à des motorisations hybrides plutôt qu'à du 100% électrique risque de retarder encore leur lancement. Il est donc possible que pendant encore
encore 2 ans, la production de Cassino Alfa Romeo ne soit toujours pas au beau fixe. Voilà, c'était les petites actus de ce 5 janvier, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'hab en laissant un like, en vous abonnant, en devenant pourquoi pas aussi un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Ciao!